Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Mini Trip. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il y a certains épisodes où je serai accompagné d'invités et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Caroline, que vous connaissez peut-être sur le surnom de la Copine Geek. Bonjour tout le Bonjour monde. Caro. Eh bien, ce Mini Trip d'aujourd'hui va nous envoyer où? À Amsterdam et aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas. Allez, générique. Eh bien, Caro, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité, c'est très chouette. D'où viens-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Ouf. Alors, je viens de Paris. Ah ouais. Ouais. J'ai débarqué à Bruxelles il y a 6 ans. Ouais. Et voilà, je travaille. Je suis responsable marketing. Ouais, ok. Voilà. Et donc le jeu de société, une passion depuis toujours? En fait, non, pas du tout. Enfin, pas du tout, je jouais avant. Mais je dirais que j'étais plus une geek en général et les jeux de société, des jeux de société comme je joue maintenant, c'est-à-dire assez sérieusement, peut-être avec des soirées planifiées, jeux 2 fois par semaine, depuis janvier 2019. Il faut savoir qu'ici, on est le 21 ou 22 octobre 2020 au moment où on enregistre la vidéo. Au cas où, dans 10 ans, la chaîne existe encore avec plein de contenu, enfin bref. Voilà, ça fait que même pas 2 ans qu'elle est sur les réseaux. Oui, on peut te suivre sur quel réseau? Juste sur Instagram, la copine. Juste sur Instagram. Après, il y a le Facebook qui fait un peu miroir à Instagram, c'est le même contenu. Non, j'en développe pas de. Pas de blog, pas de YouTube. Non. Pour le moment, non. Je suis plutôt invitée à participer à des blogs ou des vidéos, mais pour le moment, je ne fais rien. Chaîne. Ouais. Et pas d'envie de projet de ce côté-là ou Pour le moment, ça me va. J'ai mon petit bonhomme de chemin en 1 an et demi, je pense que. Ouais, t'as quand même pas mal progressé en 1 an et demi. Ça va mieux et s'il y a des projets intéressants à faire plus tard, pourquoi pas, mais je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont bien faites. En tant que blog et chaîne YouTube et tout, il y a déjà pas mal de choses qui sont très bien. Moi, pour le moment, je vois pas ce que je peux apporter plus, mais si un jour ça arrive, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc ça fait même pas 2 ans que tu es sur les réseaux sociaux ou que tu as commencé les jeux de société? C'est un peu la même chose parce que j'étais déjà dans les réseaux sociaux avant. Privé, oui, mais avec la Copine Geek telle qu'on la connaît maintenant. Ça existait un petit peu avant, Ouais. avant les jeux de société, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une passion de geek en général. J'étais plus dans les jeux vidéo, les produits dérivés, les films, les séries. J'avais fait un compte comme ça qui a toujours été public, mais qui était surtout vu par les amis et la famille. Et après, mais en fait, c'était du pur hasard que je suis tombée dans les jeux de société. C'est parce que je m'ennuyais et il fallait que je me fasse des amis à Bruxelles. Et j'ai participé à la soirée Ça joue. Chez Thierry. Chez Thierry, à Jette, qui est en fait à 5 minutes de chez moi à pied. Donc je me suis dit, je vais essayer. Ouais, je vais essayer. On va voir si c'est bien, si ça me plaît. Et quoi, tu connaissais rien avant? Donc, rien du tout. J'avais joué à Seven Wonders dans les années 2000. Beaucoup à Seven Wonders, mais en dehors de Seven Wonders, je connaissais que Monopoly et la bonne tête. Et Cluedo. Ok. Mais je connaissais que ça. Même pas un petit Mystère de Pékin? Même pas, j'avais même pas joué. Et des années après les Seven Wonders, tout ça, j'avais joué à Time Stories. Ouais. Et quand ça fait partie de mes loisirs un peu geek, on va dire, j'avais posté une photo de Time Stories ou plusieurs photos de Time Stories sur mon compte Instagram. Et comme il était toujours public, il y a un moment, il y a quelqu'un qui est arrivé pour me dire « Ah si t'aimes bien Time Stories, les jeux coop avec une belle histoire derrière, essaye les demeures de l'épouvante. » C'est les demeures de l'épouvante.
On n'est pas du tout dans la même gamme de jeux, là. Non, du Mais tout. vraiment pas, hein. Mais bon, voilà, c'était pour l'histoire, Oui, oui, l'immersion, oui. tout Ah oui, ça. oui, oui. Passer une bonne soirée sans être Oui, perdu dans c'est quand même assez narratif, hein, les demeures de l'épouvante. Pour ceux Ouais. qui connaissent pas, c'est un jeu un peu semi-coop, hein. Non, complètement coop. Complètement La coop. V2 est complètement coop. Ouais, la V2 maintenant est complètement coop. C'est celle qui est gérée avec une appli Avec une appli, maintenant. ouais. Et on est dans le monde de Cthulhu, donc Lovecraft, etc. C'est ça. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à jouer de plus en plus. Mhm. Mais bon, je restais toujours dans le coop, dans la méritrage. Et donc, quand j'ai participé à Ce soir et ça joue, donc j'ai testé, voir autre chose. J'ai commencé par jouer à Azul, Ouais. que j'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé Azul, c'est le... Et encore, j'ai rejoué une deuxième fois pour me dire est-ce que c'est vraiment si nul que ça? En fait, oui, parce que moi, ça m'ennuie. Bah, il ne correspond pas. Il me correspond pas. Voilà. Je me suis ennuyée. Voilà. Pas tout pour moi. Et donc, j'ai joué à Azul, ça m'a pas plu. Trop simple? Non, juste, je sais pas, peut-être que j'étais trop dans la méritrage et que justement l'histoire de poser du carrelage, ça me parlait pas du tout. mais voilà, je voulais taper du monstre. Ouais, je dis, il y a une table de Keyforge là-bas, je sais pas du tout ce que c'est. Je savais même pas que ça se jouait qu'à deux. Je savais même pas que c'était un duel. Hein. Puis j'ai rien du tout, enfin bref. Ok. J'étais pas du tout dedans, mais je voyais Keyforge, je voyais Ouais, des Keyforge. monstres. Ouais, en plus, Keyforge, ça fait quoi? 4 mois qu'il était sorti. Oh, et encore. Et encore, et encore, parce qu'au BGF, donc le Brussels Game Festival, qui est un festival de jeux, le festival de jeux belge qui se fait au Parc du Cinquantenaire, en 2018, si mes souvenirs sont bons, on faisait sur le stand d'Asmodée la présentation de Keyforge en anglais, qui n'était pas encore sorti en français. C'était tout nouveau, tout à fait. Et bon, moi j'avais quand même l'expérience de Hearthstone que je jouais sur tablette. Oui. Hein, mais je connaissais un peu de deck building, j'avais joué à Magic voilà. il y a longtemps. C'est du même auteur, hein, Richard Garfield. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, Keyforge, je veux jouer à Keyforge. Et je m'assais à la table, il n'y a personne avec moi. La pauvre petite malheureuse, tout ça dans son coin. Il n'y a personne avec moi. Il y a un animateur du coup qui m'a trouvé quelqu'un. Et en fait, c'est quelqu'un, c'est Nicolas, un de mes voisins et tout, que je ne connaissais pas à l'époque, et qui lui a une plus grande expérience du jeu, donc il m'a mis plus par terre sur Keyforge, donc bonne perdante, mais j'avais quand même, voilà, l'honneur était sauf quand même. T'avais mis de l'opposition quand même. J'ai mis un peu de difficulté quand même dans tout ça, et mais c'est quand même grâce à lui que après j'avais un peu plus de courage pour aller dans d'autres soirées jeux, parce qu'il y allait aussi. On s'est dit, on va faire quelques soirées jeux dans Bruxelles, histoire de, donc c'est devenu un très bon copain et on a essayé d'autres soirées jeux comme ça. Mais après, les réseaux sociaux, c'était surtout parce que je suis allée au Kings and Queens, qui est un bar à jeux à Bruxelles. Oui. À l'époque, j'avais 300 abonnés sur mon compte et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils lui ont pris au gérant du Kings and Queens, ils m'ont traité comme une reine, comme une VIP. Alors, ils ont fait un cocktail à ma table, des réductions sur la table. Bien, bah c'est chouette, non? Ils m'ont demandé une photo avec moi, qui suis juste personne. Et j'étais hyper étonnée. Je me suis dit, oh là là, mais quand ils vont poster la photo de nous, ils vont se demander, mais c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais en fait, elle connaît rien au jeu, et etc. Je me suis dit, oh là là. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, il faut quand même que je fasse grossir le compte Instagram, parce que sinon ils vont me prendre vraiment pour un imposteur, quoi. Donc je me suis dit, allez, il faut que je m'investisse un peu plus dans le jeu. Je vais essayer de faire les Kings and Queens, qui à l'époque était ils avaient tout juste un an. C'était un bar qui était crowdfundé sur internet et tout. Donc je me suis dit, bon, on va faire un peu de pub pour eux parce qu'ils aimaient bien, et voilà, quoi. Et ça démarrait comme ça. J'ai essayé de pousser mon compte Instagram pour eux, quoi. Pour eux. Ok. Ouais. Et parce que maintenant on peut lire même des reviews sur Instagram. Ça fait ça dans la foulée ou alors t'as mis un petit temps? Non, j'ai mis un petit temps quand même parce que c'est venu comme ça. Je commençais à un peu tourner en rond avec le peu de jeux que j'avais. Donc moi je voulais en découvrir d'autres. C'est comme ça que je faisais plus de soirées et tout ça. Mais les reviews, alors je ne sais pas si le format convient. Je fais à ma façon et tout.
j'essaie de condenser les règles de jeu en général pour donner un bon aperçu à quelqu'un qui ne connaît pas un jeu en juste quelques lignes. Oui. Après, je donne mon avis, c'est bien, ce que j'ai aimé, pas aimé. Mais les reviews, c'est arrivé beaucoup plus tard et parce que je trouvais pareil que voilà, je fais une photo, je le poste, mais quand même que je raconte quelque chose derrière, quand même qu'il y ait du contenu derrière. J'avais peur que mon contenu soit un peu pauvre, donc j'ai commencé à rajouter des reviews. Et puis là, quand ça commence à bien démarrer, les gens commencent à bien interagir avec moi, et j'ai commencé à avoir des demandes de reviews, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Sortir plein de positifs alors des Ouais. réseaux sociaux et de... Ouais, franchement, ouais, les rencontres avec toi, avec Tatiana par exemple, avec Girl Dot Game. avec Girl Dot Game, avec des éditeurs, hein, des amis, beaucoup d'amis, c'est vraiment chouette. Et des belles découvertes comme ça. Il y a même des invitations à passer des vacances chez des gens qui ont une bibliothèque de jeux immense. Donc, j'ai passé quelques jours en Suisse. Ah ouais, ah oui, ouais. ça c'est une invitation, ça. J'étais en Suisse, quoi. Mais c'est trop cool. Donc j'étais à Zurich et invitée par une femme qui s'appelle Agnès, voilà, qui a une bibliothèque incroyable, qui adore jouer. Donc j'étais invitée par des amis. Il y a quelqu'un qui habitait en Allemagne, à Munich, qui a son frère et sa maman à Cannes, et qui allait justement au festival des jeux. Ah, donc t'es invité pendant le festival des jeux? Un peu avant, un petit peu avant, il me disait allez viens et tout, on va aller jouer. Ah ben, je te souhaite que ça continue et que tu grandisses de plus en plus. Mais j'espère juste. Enfin, grandir le compte, c'est pas vraiment mon but. C'est pas ton but, c'est non. Vraiment connaître plus de gens. Agrandir ta communauté, je dirais réelle. Oui, et puis surtout ma connaissance des ta connaissance des jeux. En tout cas, apprécier de plus en plus. Ouais, justement au niveau des jeux, c'est quel type de jeu que toi tu affectionnes particulièrement? Ah, c'est très drôle parce que moi j'aime bien les Ameritrash. Au début j'ai commencé par ça parce que avant de jouer aux jeux de société, j'ai commencé les jeux de rôle aussi. Ah, une rôliste. Oui, ah. Le dragon, vampire, tout ça. J'ai à Star Wars aussi. Enfin, bref, plein de jeux de rôle différents. Et ça, j'avais 16 ans, je jouais à ça. Et du coup, j'étais très dans l'Améritrash au début. Ouais. T'as le souris, demander souvent, tout ça. Et petit à petit, ça va plus dans l'euro, mais du gros euro. Oui. Du stress stratégique, du gros lourd, des jeux qui peuvent durer jusqu'à 6 heures, voire plus. Ça, j'adore. Moi, je suis dans en ce moment, je joue des jeux qui sont assez balèzes, quoi. D'accord. Alors, je dis pas que je gagne tout le temps. Non, mais voilà. J'ai vraiment du plaisir. Voilà. Certains connaissent ton côté rouleau compresseur. On ne parlera pas d'une certaine partie de Tapestry. Non, on va pas la mentionner du tout. Non. Pour la petite anecdote, on avait fait un live avec Tatiana et Fabien de Banquet de Game. Et Fabien et moi, on s'est fait rouler dessus, mais comme de crêpes finies. Voilà, parce que ces jeunes demoiselles n'ont eu aucune retenue à nous mettre la patte. Ouais, c'est vrai que je suis mauvaise gagnante. J'ai pas de perdante, je dirais. Hein. Je peux faire plus de vous avez bien joué, etc. Et quand je gagne, là, c'est hurrah, je vous ai bien eu. Et la petite gagnante arrogante. Voilà, c'est ça. C'est mon petit plaisir. Ouais, je t'entends. Mais globalement, je suis assez sympa. Alors, pourquoi le nom La Copine Geek? Eh bien, ça remonte très loin, en fait. J'avais une amie qui s'ennuyait au travail et qui me disait « Ah, Caro, je ne sais pas quoi faire de mon temps, j'ai l'impression de le perdre et vraiment je m'ennuie beaucoup trop, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais faire de la bouffe. » Et elle me disait je vais faire un blog. Elle me disait qu'elle allait faire un blog sur le thé. Elle n'est pas une experte du thé, elle va pas boire de gouttes et dire voilà, je sais quel thé c'est et d'où ça provient. Mais voilà, elle me dit je vais faire ça par passion, puis au moins ça va m'occuper et puis je deviendrai un peu moins folle au travail. Et moi, plus tard, j'ai eu un peu le même problème, c'est que je m'ennuyais vraiment au boulot. Et, ton boulot actuel? Non, pas mon boulot actuel, mais avant. Et non, sinon j'aurais des problèmes. et donc
Et donc, je me suis dit, ouais, je m'ennuie aussi, j'aimerais bien faire un truc, alors pas forcément mon travail, mais peut-être en dehors du travail, parce que je m'ennuie aussi. Et je ne savais pas quoi faire, j'ai pas la même passion que ma copine sur le thé. Moi, j'aime le chocolat, mais j'aime le chocolat. C'est très bon le chocolat. Chocolat Ouais. belge au moins. De tous les chocolats, mais je vais pas me gaver de chocolat juste pour essayer de faire attention quand même. Hein. Et donc, j'ai un chocolat, je vais faire un café. Après, je me suis posé la question de faire un blog sur les coffee house. J'adore les coffee house. Ah oui. Ouais. Mais bon, après, je me suis dit, bon, il faut le temps, il faut se déplacer. Puis je suis moins feignante, donc je ne sais pas. Et la copine geek est venue parce que je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est des trucs geeks. T'as toujours été geek? Ouais, depuis toute petite. Donc les jeux vidéo, Ouais. vraiment les jeux vidéo, ça c'est mon truc. Les films, les séries. La pop culture. La pop culture en général. Et puis les produits dérivés, moi j'adore. Ah ouais. Je suis complètement à fond dedans. Et il y avait les mangas aussi. Ouais. Tout plein de choses. Et donc moi je pense que c'était ça ma passion. Donc avec cette copine-là, on s'est demandé si j'allais pas faire un blog sur la pop culture, sur les trucs geeks et tout. J'ai regardé un peu sur la toile et en fait, le domaine était vraiment beaucoup trop large. Il faut le resserrer un petit peu, il faut faire un bon focus sur quelque chose, un domaine plutôt précis. Mais c'était pas évident. Mais en tout cas, un truc geek, ça c'est sûr. Alors pourquoi la copine geek? C'était parce que je pense que je suis sympa. Je pense que je suis sociable. Allez, on va dire que oui. Voilà, et donc, voilà, la copine, je me suis dit, voilà, je suis ton amie, je suis une femme, et puis j'aime bien les trucs. Voilà. Ok. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, du coup, maintenant, tu as réutilisé donc ce compte-là pour le jeu de société, et donc pour faire tes reviews, donc pour faire tes photos, tes reviews. Je pense que maintenant, avec une grosse communauté comme tu as, ça prend du temps. Ouais, je dirais ça se compte en heures par jour, par semaine, par mois? Je dirais 1 heure par jour, une bonne heure par jour, mais ça c'est juste pour lire les messages, répondre aux messages, regarder un peu ce qui se passe. Oui, pour l'entretien du compte. Exactement, okay, ouais. Pour l'entretien du compte, et puis après faire une review, la poster, retoucher les photos. Je retouche la luminosité, tout ça, parce que des fois ça rend pas bien, on voit pas bien les composants. Oui. Donc je dirais que tout ça me prend une bonne heure aussi. Hein, donc 1 heure par jour, plus 1 heure quand je dois faire une review. Ok. Et ton rythme de review, plus ou moins, c'est? Alors je suis pas régulière du tout, il y a des éditeurs qui vont me taper dessus, mais je n'arrive pas à être régulière tout simplement parce qu'il y a des jeux que je n'arrive pas à sortir tout de suite. Avec le confinement et tout, des fois c'est des jeux à 4 ou plus pour les jeux d'ambiance notamment. Mais sinon, j'essaye de faire 1 à 2 reviews par semaine. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais, ça prend quand même. Ça prend quand même un certain temps. Bien. Donc ici, on est en octobre 2020. Alors, ici, au moment où on enregistre la vidéo. Et ton top 3 du moment, de ces derniers mois, tu dirais quoi? Je dirais Viticulture. Je sais que c'est un jeu qui est un peu plus vieux, mais je l'ai découvert que plus récemment quand ils ont sorti la version essentielle. Ouais. Magnificent aussi. Belle surprise. Ah oui. J'ai bien aimé. Et dernier en date, donc c'est un peu le dernier jeu que j'ai joué, c'était Dinner in Paris. Ah oui, c'est tout récent ça. Ça c'est tout récent, c'est pas encore sorti. Enfin à l'heure actuelle, c'est toujours pas sorti, ça sortira le 26 octobre de chez Funny Fox. Et donc c'est un petit jeu où on construit des restaurants sur une grille et puis il faut faire des terrasses sur la grille et puis là on arrive à marquer des points. Qui est un très très bon petit jeu familial. Oui. Une petite dimension stratégique, mais c'est du bon familial. C'est du bon familial. Et depuis le début que tu fais du jeu de société contemporain, si tu devais en sélectionner que 3 parmi tous ceux que tu as joués, et vraiment dire ceux-là, on peut t'inviter à une table n'importe quand, tu vas tout faire pour aller à jouer à cette table-là, ce serait lesquels? Lorenzo. Lorenzo, il rigole parce que je lui demandais d'aller me chercher une boîte qui est introuvable aujourd'hui. Donc Lorenzo, j'ai adoré ce jeu. Oh, c'est vrai qu'il est chouette. Il est vraiment bien. Fun. Il est vraiment cool, ça j'ai adoré. Tu peux expliquer un petit peu en 2-3 mots le principe du jeu? En fait, on est je suis un peu le pitch, hein, mais on est des bourgeois, on essaye de
plus riches dans le domaine. Mhm. Et, Donc ça se passe plus ou moins à l'époque Italie Renaissance. Hein. c'est ça. Et donc on a des ressources et on doit je sais plus, construire des choses autour, mais pour aider. Et les ressources font que les cartes qu'on construit, ça active des choses et Qui va faire fructifier exactement, qui va faire fructifier le domaine. Et ta gloire et ton influence. Exactement. Ok. Et du coup, là, voilà, il y a toute une mécanique qui se met en place, à savoir qu'est-ce que si je construis ça, du coup, ça me fait marquer plus de points, etc. etc. Oh, c'est génial, ça, j'adore. Donc Lorenzo. Anachronie. Ah oui, c'est du bien lourd aussi, ça. J'adore Anachronie. Déjà, comment dirais-je, l'atmosphère est géniale. Ouais. Donc, il y a l'histoire de remonter le temps, d'aller plus loin dans le futur, d'emprunter des ressources du futur qu'on doit rembourser avant d'arriver à l'instant T. Et voilà, de la pose d'ouvrier et tout. Enfin, il faut bien planifier son action parce qu'on doit programmer des robots avant qu'ils vont faire les actions. Enfin, vrai, c'est toute une mécanique assez complexe, mais que j'adore. Donc il y a de la programmation et du placement d'ouvriers. C'est ça. En règle générale, au niveau des mécaniques. Ça, c'est génial. Vraiment bien. Vraiment bien. Et un troisième. Ouais, Terraforming Mars. Là, c'est un grand classique maintenant. Ça, oui, c'est devenu une grosse référence. Mais je crois que c'est le jeu que j'ai le plus joué jusqu'à aujourd'hui, parce que avec les jeux, des parties sur l'appli, des parties sur table avec des amis, là on a fait. Avec des extensions bien spécifiques. Avec extensions. Lesquelles? Toutes. Et là, c'est Elysium, Turmoil, tout, Linux, enfin. Des colonies. On a tout fait, ça nous a pris 6 heures. 6 heures. À 2. Donc imagine avec plus de gens. Avec plus de gens, tu terraformes plus vite. Mais sinon, ça. Mais enfin, vous avez pris le temps de vous développer, vous n'avez pas rushé les trois axes de fin de partie. Bien développé. À la fin, on était riches ici. On savait plus quoi faire. C'était bien sympa quand même. Ouais, mes 3 jeux, c'était du moment en tout cas. Bien. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure que tu avais été invité un petit peu à gauche, à droite. As-tu déjà été invité à Amsterdam pour aller jouer? Eh bien, pas encore. Pas encore. Mais je l'attends que ça. Super transition pour vous parler du sujet de ce mini-trip. Et donc voilà, cette vidéo de mini-trip fait donc écho à la vidéo sur Pandémie montée des eaux où avec Tatiana, on était arrivé aux Pays-Bas. Et donc dans tous les jeux qui parlent sur la thématique des Pays-Bas, on a sélectionné les Aventuriers du Rail, on en a sélectionné 2. On a sélectionné les Aventuriers du Rail Amsterdam, qui est une version rapide, express des Aventuriers du Rail. Et il y a l'extension Ticket to Ride des Pays-Bas avec une plus grande carte. Et donc, il va nécessiter d'avoir le jeu de base pour pouvoir y jouer. Autant celui-ci est un standalone, autant celui-là est une extension. Tu sais comment on joue aux Aventuriers du Rail? Oui. Oui. Tu saurais l'expliquer? Non. Si, un petit peu quand même. Si, un petit peu quand même. Allez, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble le matériel. Pour gagner aux Aventuriers du Rail, on va devoir gagner un maximum de points de victoire. Les points de victoire sont indiqués ici sur le pourtour du plateau. Alors, pour pouvoir gagner des points, on va, avec nos petits chariots ici, on va devoir emprunter des chemins qui relient les différents quartiers ici d'Amsterdam. Et donc, à chaque fois qu'on va prendre des chemins, on va gagner des points. Les chemins sont, eux, divisés en plusieurs sections, de 1 à 4 sections, et à chaque fois qu'on va prendre possession d'un chemin, on va gagner des points en fonction de la section. Les points sont indiqués ici. Si c'est un chemin de 1 section, on va gagner 1 point, 2 sections, 2 points, 3 sections, 4 points, 4 sections, 7 points. Et on va avancer notre marqueur ici tout au long du plateau. Et donc, pour prendre un chemin, on va avoir besoin de cartes de chariot, enfin des cartes de moyens de transport, voilà, qui sont là. Et comment on fait pour prendre un chemin? Du coup, quand tu dois prendre un chemin, tu dois dépenser le même nombre de cartes de la même couleur que le chemin que tu veux faire. Par exemple, si tu veux construire ici le chemin rouge, il te faut 3 cartes rouges. Donc si je veux mettre mes 3 petits chariots, il faut savoir que quand on prend un chemin, on prend toutes les sections d'un coup. Exactement. Si je veux prendre ce chemin-là, j'ai besoin de défausser combien de cartes? 3 cartes rouges.
Ok. Voilà. Et donc, dans le jeu, il existe donc des cartes de couleur rouge, des noires, des vertes, des bleus, des oranges, mais il n'y a pas de grises. Pourquoi? Alors les gris, on peut mettre n'importe quelle couleur, mais il faut choisir la couleur auparavant. C'est-à-dire, si je décide que ça va être du noir parce que j'ai 2 cartes noires dans ma main, eh bien, dans ce cas-là, je dépense 2 cartes noires et je dis que ce chemin est noir. Ce chemin est noir, et à ce moment-là, tu peux le prendre. Et un chemin de 2 sections, 2 points. on marque 2 points. Alors, quelles sont les actions disponibles pendant notre tour? Alors, les actions disponibles pendant notre tour, c'est soit prendre 2 cartes qui sont là disponibles devant nous, ou 2 cartes depuis le talon de cartes de chemin de transport, à savoir qu'il existe une carte multicouleur qui sert de joker. Si on prend cette carte-là de manière visible, on ne peut pas prendre de deuxième carte. Si on prend le joker face visible, on ne peut pas sélectionner de deuxième carte. Ça, c'est la première action que l'on peut faire. La deuxième action, c'est dépenser les cartes pour prendre un chemin et du coup marquer des points. Troisième option qui nous est possible, c'est de prendre des destinations. Car en début de partie, on va recevoir des destinations à réaliser et on peut en sélectionner davantage en cours de partie. Un peu nos cartes objectifs. Voilà, ce sont des cartes, tout à fait des cartes objectifs, et donc on va devoir relier 2 villes, enfin ici ce sont 2 quartiers, entre eux, quel que soit le chemin que l'on va emprunter. Il faut que les chemins soient contigus. Par contre, si on n'arrive pas à les faire, on se prend les points en négatif. C'est bien ça. Donc en fin de partie, donc la partie se termine dès qu'il ne reste plus qu'un ou 2 jetons chez un joueur. On termine le tour en cours et puis on regarde les points. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on révèle les objectifs. Tous les objectifs réalisés, on marque les points en positif. Les objectifs non réalisés reculent. Ça fait mal. Ça, c'est les règles de base, du jeu de base, donc des aventuriers du rail. Ici, dans la version Amsterdam, on a une carte plus courte, on a des chemins plus courts, parce que dans la version de base, on a des chemins de section de jusqu'à 7 ou 8 sections. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très court, de très condensé. Ça se joue en 15-20 minutes de grand maximum. Mais ils ont rajouté une petite mécanique supplémentaire qui est la livraison de marchandises. Et donc, on a une autre mécanique qui est de prendre des cartes de marchandises lorsque l'on construit des chemins là où on voit un petit chariot, donc notamment ce quartier-là par exemple. Et donc, quand on construit ici, on prend une petite carte comme celle-ci, et il y a des conditions de fin de partie qui zoom dessus, mais voilà, il y aura les premiers joueurs gagneront 8 points, ensuite moins, et le dernier joueur aura 0. Le joueur qui aura le plus de cartes marchandises va gagner 8 points supplémentaires, et puis les autres joueurs gagneront des points aussi, mais de manière dégressive. Le dernier, il aura toujours 0 points. Deuxième présentation dans cette vidéo, c'est l'extension du plateau Pays-Bas pour le jeu de base. Donc on a besoin d'une version de base des aventuriers du rail, que ce soit le traditionnel, l'Europe, il y a les pays nordiques aussi, et il y a même l'édition Allemagne, France qui possède donc tout le matériel de base. On a besoin d'un de ces jeux-là. À la place d'utiliser le plateau et les cartes d'objectifs du jeu de base, on va utiliser ce plateau-ci et les cartes objectifs qui lui sont associées. C'est ça, on a juste besoin des petites locomotives et des cartes wagons, c'est ça. Pour jouer à celui-ci. Pour jouer à celui-ci. Alors, la différence avec celui-ci, c'est qu'il n'y a pas la mécanique des chariots, mais une mécanique de péage. Alors, les systèmes de péage, ça fonctionne comme ceci. Donc, chaque fois qu'un joueur va construire un chemin, donc il a dépensé le nombre de cartes correspondant à la couleur d'un chemin pour construire un chemin, il va payer le nombre de jetons correspondant donc à juste à côté. Ici, par exemple, là, ici le 3. Comme ceci, en début de partie, chaque joueur reçoit une valeur totale de 30 points en jetons. Voilà. Donc, par exemple, il a construit ce chemin-ci, il va payer la première fois à la banque. Le deuxième joueur qui va construire le même chemin, le même itinéraire, mais au chemin d'à côté, il va payer le même nombre de jetons, mais cette fois-ci au joueur qui a construit son premier chemin. D'accord. Voilà.
Dans le cas où un joueur ne s'est pas payé son trajet, il va recevoir Une carte malus. une carte de dette qui va lui enlever 5 points. Ici, ou dans l'autre sens, donc, une fois qu'il ne s'est pas payé, il reçoit cette carte-là. Ça le dispense de payer les jetons à la banque. Et s'il devait payer au premier joueur son péage, c'est la banque qui paye ce joueur. En fin de partie, les joueurs, en plus des points qu'ils ont reçus pour la prise de trajet avec leur section, les joueurs vont compter le nombre de jetons qui leur reste, donc le total des valeurs de jetons qui leur restent, et ils vont gagner des points par ordre croissant. Donc le premier joueur, donc celui qui aura le plus de points en termes de jetons, gagnera 55 points, puis on aura 35, 20, 10 et 0. Oui, sauf que si un joueur s'est tapé cette petite jolie carte-là qui donne moins 5, il ne participe pas à cette distribution de points bonus. Tout à fait. Il est hors jeu. Ça, c'est moche. Par rapport au jeu de base, les trajets ici, les objectifs vont offrir beaucoup plus de points que homologue traditionnel. Tout à fait, donc on arrive avec des points, je crois, de 9 à 35, un truc comme ça. Oui, je pense. Si je joue au moins 33 en main, là où dans le jeu de base, je pense que la plus haute carte, je pense que dans les Aventuriers du Rail Europe, je pense que la plus haute carte est à 20 ou 21 points. Et je me demande même si c'est pas dans l'extension 1900. Donc c'est peut-être stratégique de peut-être quand même se taper cette jolie petite carte -5 et aller faire le plus de cartes comme ça pour essayer d'évincer les autres. Oui, pour que les autres nous payent le plus rapidement possible les péages. Caro, un tout grand merci de ta participation à cette vidéo. Avec grand plaisir. Donc pour rappel, on te retrouve donc sur Instagram. La Copine Geek essentiellement. Essentiellement sur Instagram. Et on peut t'inviter aux 4 coins du monde. Oui, je viendrai jouer avec plaisir. Allez, merci à tous. À bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à nous envoyer des petits messages. On vous répondra avec grand plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao.